le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Car, en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique? Je ne dis pas que le monde se réduit aux expédients et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons, à travers les ruines herbues de notre civilisation, chercher notre pâture, un fusil à la main. Non, car ce sort et ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales. Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturels des utopistes, ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. De la religion, je crois inutile d'en parler et d'en chercher les restes, puisque se donner encore la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareille matière. La propriété avait disparu virtuellement avec la suppression du droit d'aînesse, mais le temps viendra où l'humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leurs derniers morceaux à ceux qui croiront avoir hérité légitimement des révolutions. Encore, là ne serait pas le mal suprême. L'imagination humaine peut concevoir sans trop de peine des républiques ou autres États communautaires dignes de quelque gloire, s'ils sont dirigés par des hommes sacrés, par certains aristocrates. Mais ce n'est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel, car peu m'importe le nom. Ce sera par l'avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale, que les gouvernements seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie? Alors, le fils fuira la famille, non pas à 18 ans, mais à 12, émancipé par sa précocité gloutonne. Il la fuira non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière d'une tour, non pas pour immortaliser un galetas par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir, pour faire concurrence à son infâme papa, fondateur et actionnaire d'un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le siècle d'alors comme un suppôt de la superstition. Alors, les errantes, les déclassées, celles qui ont eu quelques amants et qu'on appelle parfois des anges en raison et en remerciement de l'étourderie qui brille, lumière de hasard, dans leur existence logique comme le mal, alors celles-là, dis-je, ne seront plus qu'impitoyable sagesse, sagesse qui condamnera tout, fort l'argent, tout, même les erreurs des sens. Alors ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas l'ardeur vers Plutus sera réputé un immense ridicule. La justice, si, à cette époque fortunée, il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. Ton épouse, ô bourgeois,
ta chaste moitié dont la légitimité fait pour toi la poésie, introduisant désormais dans la légalité une infamie irréprochable, gardienne vigilante et amoureuse de ton coffre-fort ne sera plus que l'idéal parfait de la femme entretenue. Ta fille, avec une nubilité enfantine, rêvera dans son berceau qu'elle se vend 1 million. Et toi-même, ô bourgeois, moins poète encore que tu n'es aujourd'hui, tu n'y trouveras rien à redire, tu ne regretteras rien. Car il y a des choses dans l'homme qui se fortifient et prospèrent à mesure que d'autres se délicatisent et s'amoindrissent. Et grâce à un progrès de ces temps, il ne te restera de tes entrailles que des viscères. Ces temps sont peut-être bien proches. Qui sait même s'ils ne sont pas venus? Et si l'épaississement de notre nature n'est pas le seul obstacle qui nous empêche d'apprécier le milieu dans lequel nous respirons? Quant à moi, qui sens quelquefois en moi le ridicule d'un prophète, je sais que je n'y trouverai jamais la charité d'un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis un homme lassé dont l'œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusement et amertume, et devant lui qu'un orage où rien de neuf n'est contenu, ni enseignement ni douleur. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux autant que possible du passé, content du présent et résigné à l'avenir, enivré de son sang-froid et de son dandysme, fier de n'être pas aussi bas que ceux qui passent. Il se dit, en contemplant la fumée de son cigare, que m'importe où vont ses consciences. Je crois que j'ai dérivé dans ce que les gens du métier appellent un hors-d'œuvre. Cependant, je laisserai ces pages, parce que je veux dater ma tristesse. Voilà. Un texte extrait de Fusée de Baudelaire. Le monde va finir. Un texte qui me touche, m'émeut et me bouleverse. Parce qu'il me frappe par son actualité. Et ouais, ça... Je trouve ça presque... non, pas presque. Inquiétant. De se dire que... Eh bien, encore aujourd'hui, ce texte a autant de résonance. Et moi, ça me donne envie d'agir. Et puisque je parle d'action, je voulais dire donc cette dernière phrase. Cependant, je laisserai ces pages parce que je veux dater ma tristesse. Au départ, Baudelaire avait écrit colère à la place de tristesse. Cependant, je laisserai ces pages parce que je veux dater ma colère. Et sur le manuscrit, colère est biffé et il le remplace par tristesse. Et en fait, j'aime beaucoup les deux termes. Je ne sais pas lequel je préfère entre tristesse et colère. Mais je trouve que c'est important à noter parce que ce sont deux émotions, la tristesse et la colère, qui pour moi vont ensemble. Et qui se complémentent. Et je trouve ça intéressant qu'au moment
où il écrit « Baudelaire choisit scolaire » et qu'il le remplace ensuite par tristesse. Parce que pour moi, automatiquement, enfin forcément, c'est pas toujours le cas, mais pour moi, la colère vient d'abord et la tristesse ensuite. Ce que je veux dire, c'est que dans la colère, il y a une révolte et on garde une volonté d'action. Et je crois que la tristesse arrive au moment où la colère s'éteint parce qu'on ne sait plus comment agir. Et la tristesse nous rend peut-être du coup plus contemplatifs. Mais avec la contemplation vient la réflexion et l'introspection qui peut conduire à nouveau vers une forme d'action et de révolte. Mais voilà. Et je trouvais ça, enfin c'était important pour moi de partager ce texte maintenant. Dans ce moment si particulier. Et moi, je crois que je suis toujours plus dans ma colère que dans ma tristesse vis-à-vis d'un monde qui, selon moi, déraille un petit peu et demande qu'on le soigne. Et je suis toujours dans ma colère parce qu'il y a énormément de choses qui me révoltent. Et j'ai envie d'agir. Et je n'ai pas envie de sombrer dans une simple tristesse inactive, parce que c'est peut-être le risque, le danger de la tristesse. Mais je suis triste aussi. Je suis triste avec ma colère, mais comme j'ai dit, ça va. Pour moi, ça vient souvent ensemble. Voilà. J'ai juste envie de relire la fin, en fait, avant de terminer. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux autant que possible du passé, content du présent et résigné à l'avenir, enivré de son sang-froid et de son dandysme, fier de n'être pas aussi bas que ceux qui passent, il se dit, en contemplant la fumée de son cigare, que m'importe où vont ses consciences. Je crois que j'ai dérivé dans ce que les gens du métier appellent un hors-d'œuvre. Cependant, je laisserai mes pages parce que je veux dater ma colère, ma tristesse.